Bonsoir. Historien, vous êtes originaire de Sétif. Tout à fait, de la région de Sétif, oui. Qu'est-ce qui vous a motivé pour créer ce livre, faire cette recherche? Eh bien, en ayant parcouru pendant plusieurs années la région de Sétif à pied ou en taxi, et en ayant pas mal lu sur la région, j'avais envie de faire partager le fruit d'une recherche très personnelle sur les massacres de Sétif et la question des archives, en l'occurrence les archives audiovisuelles. Car beaucoup de confusion règne quant à la question des archives de cette période. Mais également, ce livre, c'est aussi de la cartographie, puisque c'est un atlas, et il fait suite à l'ouvrage Atlas historique de l'Algérie, qui est paru en 2012. Et enfin, c'est la commémoration des 70 ans des massacres de Sétif en 2015, pour laquelle j'ai voulu produire un ouvrage à partager pour tous les habitants de la région de Sétif et au-delà. Qu'apporte votre ouvrage à tout ce qu'on connaît, ces massacres atroces qui ont eu lieu à Sétif, Guelma et Kharrata le 8 mai 45? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet ouvrage? Dans cet ouvrage, on a la possibilité de localiser avec une assez bonne précision les événements et leur complexité. La complexité des massacres, de ce qui a amené à l'enchaînement des événements, et aussi de savoir dans quelle géographie ça s'est produit, notamment dans les montagnes du nord de Sétif. Et surtout, la deuxième partie qui est pour le coup assez exclusive, c'est d'avoir confronté les images d'archives au paysage, à la cartographie, à savoir où se passe tel événement. On a très peu d'images d'archives, on a des images de militaires français et d'Algériens de la région, mais on ne savait pas où ces événements se produisaient. En ayant mené l'enquête sur le terrain et en ayant confronté un long travail d'investigation sur des archives, parce que si vous voulez, pour résumer, les troupes qui filment ce qui se passe à Sétif ne sont même pas de la région, viennent de Sidi Bel Abbès. Donc il a fallu chercher un peu dans plusieurs brigades militaires. Donc ça c'est le deuxième côté un peu exclusif sur ce travail, c'est l'enquête sur les images d'archives. Au sortir de cette recherche, est-ce que vous estimez que le chiffre de 45 000 morts est exagéré ou ça correspond à la réalité? Il est impossible pratiquement d'arrêter des chiffres, mais les investigations des historiens respectés aussi entre 25 et 35 000. Vraisemblablement, 45 000 a été gardé comme un chiffre proche de 1945 en fait. Mais là on parle de Sétif et de Guelma. En fait, des régions de Sétif et des régions de Guelma en fait. Pour la région de Sétif, en gros c'est 50-50 entre la région de Sétif et la région de Guelma. Mais comme on avait parlé justement monsieur Boumerza, Bachir Boumerza, eh bien la question des chiffres n'est pas vraiment le plus important, parce que le massacre à partir de 5 000 personnes, 10 000 personnes, et demeurer un événement horrible, un événement horrible en soi. Mais en ce qui me concerne, dans le livre, je n'évoque pas la question des chiffres, mais personnellement, je me réfère aux travaux des historiens, avec un chiffre entre 20 et 30 000. Un fait marquant de cette histoire, c'est le fait que l'armée française ait pris des gens vivants de Sétif et de Kharrata et les a jetés dans les gorges de Kharrata. Ça, c'est un fait avéré. Tout à fait, oui, tout à fait. Non seulement avéré par des témoignages de personnes qui l'ont vécu, étant jeunes, il avait été épargné. Et si vous voulez, en décortiquant les images, on voit un petit peu, on arrive à comprendre ce qui se passe avant ce massacre. Et ce qui est très important lorsqu'il se passe des massacres ou des exactions, même plus tard pendant la guerre d'indépendance, c'est la nature des troupes qui font ces massacres. En l'occurrence, pour ces événements d'avoir jeté des personnes vivantes dans les gorges, il s'agit de la gendarmerie et de la Légion étrangère. La gendarmerie, donc, qui venait d'être assiégée en fait à Kharrata, donc qui a subi, qui était assiégée, qui avait eu peur. On sait ce que ce genre de peur peut
peut provoquer ensuite comme représailles, et la Légion étrangère, qui sont des vats en guerre, si vous voulez, une soldatesque qui était là en Afrique du Nord parce qu'elle est composée essentiellement d'Européens, d'Allemands, donc ils ne pouvaient pas combattre en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait carte blanche. Et donc, avec de telles forces en présence, aussi vous avez les régiments tigres sénégalais, on peut comprendre la nature des exactions des massacres. Les massacres, ce sont des événements complexes. C'est un enchaînement d'événements, c'est aussi la nature des troupes en présence. Est-ce que cette expérience, cette recherche, ce livre en fait, vous permet de dire que les autorités algériennes cherchent vraiment à écrire une histoire révélatrice de tout ce qui s'est passé en Algérie durant cette guerre? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique pour écrire une vraie histoire parce qu'on n'a pas accès à la vraie histoire avec une vraie histoire? Eh bien, depuis l'indépendance, l'Algérie était sous un régime autoritaire et la recherche historique n'a pas échappé à une certaine forme de contrôle. D'une part, la promotion du nationalisme allait de soi, mais d'ailleurs elle était même spontanée, puisque toute la population algérienne a vécu dans sa chair et dans son âme cette guerre, qui est une guerre terrible. Mais d'autre part, au-delà de ce souci de mémoire qui était à la fois personnel et national, il y a aussi un travail de sélection des autorités algériennes, de sélection de l'histoire. L'histoire scientifique ne les intéresse pas en fait. Ne les a pas intéressés à ce moment-là. Il fallait plutôt faire la part belle à l'ALN et à certaines personnes, les responsables du FLN, parmi d'autres. Donc il y a toujours ces questions tabous, notamment à partir de 65, puisqu'il y a eu des gens de l'ALN, du FLN qui ont été emprisonnés. À ce moment-là, il y a eu une sélection de l'histoire. Mais malgré tout, jusqu'à aujourd'hui, la valeur accordée aux événements de 1945, et encore plus entre 1954 et 1962, est immense en Algérie. Si vous voulez, c'est un pays jeune qui a besoin, et ça s'explique, qui a besoin d'évoquer en permanence cet héritage de la guerre d'indépendance, parce que c'est devenu une identité basée quasiment exclusivement là-dessus, l'identité algérienne. C'est-à-dire, même dans l'inconscient collectif, par exemple des sétifiens, bon, on se réfère à 45, on se réfère à 54-62, mais la partie d'avant la colonisation, la partie ottomane, et la partie arabo-musulmane, la partie antique, est quelque peu marginale. Mais il n'en demeure pas moins que la partie, je veux dire, l'évocation de la guerre d'Algérie, les massacres de Sétif, c'est très important pour comprendre la société d'aujourd'hui, la société algérienne d'aujourd'hui. C'est très important, parce que c'est la personnalité algérienne. C'est une personnalité du guerrier et de la victime en même temps. Est-ce que vous pensez que la gravité des faits, ces massacres, ces génocides, ces crimes contre l'humanité, sont à l'origine du refus de la France de présenter des excuses parce que justement elle ne veut pas ouvrir ce dossier brûlant, et pourquoi les autorités algériennes ne mettent pas la pression sur la France comme l'ont fait pour le génocide arménien par exemple, ou exactement, et puis pour ce qui s'est passé avec les Juifs. Pourquoi ça ne se fait pas pour l'Algérie? Pourquoi il n'y a pas de mea culpa? La question de la reconnaissance des crimes pendant la période de 1945 à 1962 a en partie fait l'objet d'un effort, notamment pour ce qui concerne Sétif, puisque l'ambassadeur de France, il y a quelques années, avait reconnu ce massacre lors d'un discours à Sétif. Par contre, il n'y a même pas eu de reconnaissance officielle. Au contraire, puisque depuis le gouvernement Sarkozy, au contraire, il y a eu une course une course aux voix, notamment des populations issues des rapatriés. Et il y a tout un capital mémorial qui est politisé, bon, c'est clair. Mais en ce qui concerne 54-62, où l'État français là, était vraiment au courant de ce qui se passait
où l'armée française a eu carte blanche et les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ont été massifs, là, il faut une reconnaissance. Peut-être pas des excuses, parce que les excuses, c'est quelque chose qui ne sert pratiquement à rien. Mais reconnaître la gravité des faits, ça se fait en fait, mais pas politiquement. Ça se fait sous la forme de livres. Vous avez des historiens français, vous avez des réalisateurs français qui évoquent la question. Bien sûr, en général, les grands crimes ne sont pas évoqués en prime time à la télévision. C'est plutôt très tard le soir. Mais politiquement, c'est un sujet qui sera encore long, parce que les enjeux politico-économiques entre l'Algérie et la France sont tels qu'ils vont pendant longtemps, du moins un certain temps, occulter cette dimension-là. Dernière question, M. Chaibi, comment peut-on demander aux jeunes d'aujourd'hui de chercher la vérité, lire l'histoire, écrire leur propre histoire, parce qu'ils sont détournés de la chose politique, ils ne veulent pas lire l'histoire, ils ne lisent pas du tout. Quel est le mot, quel est le message que vous voulez envoyer pour demander à ces jeunes Algériens de chercher la vérité? Tout d'abord, étant donné que dans pratiquement chaque famille algérienne, il y a eu un vécu d'une guerre d'indépendance, moins de 45, mais il y a encore des survivants, les jeunes devraient pouvoir bénéficier au maximum de leurs ancêtres, à savoir de leur père, voire de leur grand-père. Ils devraient pouvoir parler le plus possible avec les personnes qui ont vécu, parce que ça va laisser des témoignages vivants, au-delà des livres, au-delà de ce qu'on peut trouver sur Internet, parce qu'il y a quand même une tendance à la facilité d'aller chercher sur Internet des informations historiques, alors que si vous cherchez une dimension locale de l'histoire, il faut demander aux personnes âgées. C'est une histoire vivante qui s'éteint progressivement et qui est très forte, qui est très chargée d'émotions. Il y a des gens qui ne s'expriment qu'aujourd'hui, des personnes âgées. Par exemple, mon père m'a évoqué les tortures qu'il avait subies et son arrestation parce qu'il avait un drapeau en 1960 à Saint-Arnaud que récemment, si vous voulez. J'invite les jeunes à se rapprocher de leurs aïeux. J'invite les jeunes à se rapprocher du paysage algérien, qui était le théâtre des combats, théâtre des crimes. Ça parle plus que beaucoup de livres, vous savez. Les anciens et le paysage. Les montagnes, elles parlent. Mais elles ne pleurent plus maintenant, depuis longtemps. Merci beaucoup. Je vous en prie. En tout cas, moi-même, c'est ça qui m'a intéressé dans la région de Sétif, c'est de marcher le long des montagnes. Et je sentais qu'elles avaient quelque chose à dire. Quand je marchais sur le Djebel Megris, ou je marchais dans le Djebel Hodna, ou bien vers le Djebel Babor, je me disais, mais ces montagnes-là, elles ont été les témoins de tant d'événements. Mais ça vous parle, le paysage algérien. Vous imaginez ce qui s'est passé. Vous marchez dans les gorges de Harata. Vous êtes seul avec les morts. C'est très important d'aller visiter ces lieux, seul ou en groupe, sans fanfaronnade, sans musique. Il faut ressentir, ça se ressent, l'histoire de nos ancêtres. Ça se ressent, et en réalité, jamais nous ne sortirons de cette histoire, nous les Algériens, et même les descendants de ceux qui ont vécu ça. C'est dans nos gènes. L'Algérien a combattu pour rester debout. Il en a payé le prix fort. Et maintenant, il doit profiter de cet héritage pour rebondir. Les Algériens maintenant sont dans le monde entier. Et ils participent à la croissance et à l'intelligence mondiale, dans la discrétion, parfois dans l'ostentation. C'est parce que c'est le fruit de la volonté de survivre, malgré et contre tout. J'invite les jeunes à suivre les pas des Algériens qui ont combattu pour rester debout, culturellement, sportivement, ou même au niveau familial. Donnez du courage à vos enfants